Bonjour Eliane, Bonjour Saïd. et c'est top de te parler aujourd'hui. Merci d'avoir libéré un peu de temps. Je sais que tu es à la fac, enfin tu es en cours en ce moment et c'est assez intense. Ouais, totalement. Déjà, c'est un grand plaisir pour moi d'être là, de pouvoir échanger avec toi. J'ai beaucoup suivi ce que tu faisais au quotidien, donc c'est un honneur. Alors nous on a décidé en fait de te donner la parole parce que tu es un rôle modèle. Tu es clairement un rôle modèle et c'est important en fait qu'on comprenne un peu qui tu es, comment tu raisonnes et nous parler un peu de ton parcours. T'es d'accord? Je suis à 100% prêt T'assumes? pour cette petite interview, ce petit moment d'échange. Let's Bon go. c'est top. Alors toi tu as grandi à Argenteuil, hein, c'est ça? Exact, exactement. Et donc, tu fais le choix à un moment donné de croire à l'école, de croire aux études. Est-ce que tu peux nous raconter cette première phase de ta vie? Comment tes parents t'ont donné envie et t'ont aidé à décrocher ton bac et de passer en fait à des phases d'enseignement supérieur? Alors, déjà, moi, je considère qu'Argenteuil, c'est la plus belle ville du monde. Carrément. De France et de Navarre, déjà, c'est sûr. Mais déjà, d'un point de vue européen, international aussi. Argenteuil m'a beaucoup donné en termes de valeurs, de savoir, de savoir-être, savoir-faire, etc. Et mes parents ont su trouver le bon équilibre, je pense, pour à la fois me donner un cadre propice à mon développement personnel et à la fois me donner des pistes, des idées sur ce que je pouvais faire en mettant toujours en avant le fait que l'école, c'était quelque chose d'essentiel. Enfin, moi, mes parents n'ont pas spécifiquement fait de longues études. Mon père est déménageur, etc. Mais par contre, à la maison, le moment où on devait faire les devoirs, c'était le moment le plus... Sacré. Ouais, voilà, c'était quelque chose d'essentiel dans la journée. Mes parents étaient là pour m'épauler. Et même mes grands-parents, mes oncles, etc. Et vraiment dans tout Une cellule familiale très présente Exactement. qui pousse à fond sur les études. Et ta maman? Et ma maman, pareil, elle m'a toujours guidé dans ce que je faisais. Elle avait un peu plus de bagages. Elle avait eu son bac plus 2, avec la plus grande des fiertés. Elle mentionne au quotidien pour continuer à me motiver. Et même à l'heure actuelle, c'est des sources d'inspiration qui sont énormissimes parce que ce qu'ils ont pu achever, ce qu'ils ont pu réussir en partant de vraiment pas grand-chose, voire rien, comparé à moi, à ce qu'ils ont eu la possibilité de me fournir. Ça m'inspire au quotidien. Alors, premier grand sujet, c'est l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle ensuite. Comment ça se joue chez toi? Initialement, j'avais des plutôt bons résultats au lycée, au bac, etc. Élève brillant, on peut le dire. Oui, je pense, élève moteur qui voulait apporter quelque chose, qui voulait être sérieux, qui voulait participer. Je pense que c'est ce que disaient mes professeurs de moi, qui avaient envie d'apporter quelque chose à la classe et à la dynamique que pouvait connaître le groupe. Mais après, concernant l'orientation, je n'avais pas spécifiquement d'indication. Moi, mon rêve, à la base, le plus grand, c'était de faire une licence de droit. J'avais postulé dans beaucoup d'universités via les formats un peu Parcoursup qu'on connaît aujourd'hui. Mais sinon, je ne connaissais pas du tout les grandes écoles, je ne connaissais pas du tout les IEP, je ne connaissais pas du tout Sciences Po, ni encore les écoles de commerce. Et pour moi, ceux qui faisaient prépa, c'était uniquement pour aller en ingénierie, Ouais. en biologie, dans des filières assez spécifiques comme ça. Donc ça s'est fait de manière peut-être un peu hasardeuse, mais surtout grâce à l'appui de mes professeurs, qui ont été, je pense, un des piliers les plus essentiels pour moi avec la famille et les associations. Ça a été capital quand, je me rappelle d'une petite anecdote, ma professeure d'espagnol, le lendemain des résultats du bac, me demande qu'est-ce que j'allais faire. Je lui dis, je m'oriente vers une licence de droit dans une université. Et elle me dit, mais pourquoi tu n'as pas tenté Sciences Po? Je dis, je connaissais pas du tout les voies d'accès. Je pensais même pas qu'on pouvait y accéder juste après le baccalauréat. Et elle m'a incité à candidater. Et grâce à elle, je suis rentré à Sciences Po juste après le baccalauréat. Donc tu fais le parcours classique en fait, tu fais pas la prépa Sciences Po Exactement. dans les lycées populaires. Ok. Ouais, exactement. Je fais le parcours classique. J'y rentre juste après le baccalauréat. Et pendant 5 ans, ça a été des années formidables. Je pense que c'était les 5 années les plus formatrices d'un point de vue de connaissance, d'un point de vue de savoir-être aussi de ma vie. Ça, il n'y a aucun doute, je pense. Petit choc de culture à l'entrée, non? Ouais, évidemment, je me rappelle d'un moment où je rentre à Sciences Po et j'ai une discussion avec 2 amis qui commencent à me parler le premier jour de philosophie. Ils me citaient des noms de philosophes que moi, j'avais jamais entendus de ma vie. C'était Heidegger, Nietzsche, etc. Pour moi, c'était des noms à la limite de joueurs... Le monde de Sophie. À la limite, c'était des joueurs de la Mannschaft. Mais je pensais pas du tout que c'était des noms de philosophes. Mais j'ai su m'en inspirer
T'as compris très vite comment ça marchait en fait. Très vite. Ouais. Et j'ai pas du tout eu la posture et la perspective de rentrer dans un conflit de classe, Ouais. dans une lutte. Ça, c'est pas ton ADN. Pas du tout. Moi, je me suis dit, c'est tellement inspirant d'être entouré par des gens qui ont eu des parents qui ont été diplomates en Asie du Sud-Est, comme avoir des parents qui ont été professeurs. Moi, c'est des choses qui m'ont directement captivé. Et je me suis dit, j'ai envie de devenir comme ça, en fait, à travers mes études. Et ton rapport à la frustration à ce moment-là, est-ce que tu t'es senti en situation d'infériorité, en situation de victime ou pas? Je pense que indirectement, quand on arrive et qu'on est très bon élève, voire bon élève au lycée, et qu'on a toujours eu les éloges de nos professeurs, de nos camarades, de nos parents, etc., et qu'on arrive dans un univers où c'est très compétitif, où il y a quand même la volonté de montrer qu'on a une certaine domination sur l'autre, au début, ça a été très compliqué. Surtout dans les présentations orales où là vraiment complexe. Totalement, enfin même si moi j'avais beaucoup de capacités, enfin j'avais certaines capacités à m'exprimer en public, etc., là être face à des gens qui parlent 4 langues couramment, qui ont voyagé partout à travers le monde, on se retrouve, même si on a toute la confiance en soi de la planète, on se retrouve où on se dit quand même waouh, il y a des gens qui ont vécu peut-être 2 fois ma vie ou 3 fois ma vie alors qu'ils ont à peine 18-19 ans. Donc ça fait réfléchir, mais ça motive et ça inspire après. Ouais, et toi, tu le vois comme finalement comme un lièvre dans une course, c'est-à-dire il s'agit de le rattraper et pas forcément lâcher l'affaire et abandonner, quoi. Ouais, et puis je sais pas, mais on a l'impression d'être habité par une force supérieure où on se dit bah, on a envie de faire plus. On est motivé. Ça te motive. Ouais, et quand on fait les allers-retours au quotidien entre des institutions prestigieuses et sa ville natale à Argenteuil, où en fait la pression retombe, où l'atmosphère un peu insistante, un peu persistante redescend, on se dit waouh, j'ai la possibilité de mêler ces deux univers qui a priori ne s'entendent pas mais qui en fait sont hautement complémentaires. Et quand tu es au lycée, tu me parles, ton projet c'était de faire une licence de droit, ça exprimait quoi pour toi ça, pourquoi c'était important de faire une licence de droit, à quoi ça te renvoyait? Moi, je pense que je voulais être engagé, j'ai toujours eu la volonté d'apporter quelque chose de positif à la société, et pour moi le droit, c'était de manière assez naïve au début, même si je le crois encore à l'heure actuelle, c'était la matière, la voie, l'univers qui pouvait me permettre de contribuer au bien-être social, de lutter pour des causes nobles, que ce soit l'écologie, la redistribution, l'égalité des chances, etc. Et je considérais que voilà, c'était aussi faire entendre une voix, la voix des personnes qui avaient potentiellement pas un capital social, capital culturel, capital économique qui était énorme. Voilà, je le percevais vraiment comme une volonté d'apporter quelque chose de positif à la société, quoi. C'est quoi le plus grand moment difficile à Sciences Po pour toi à ce moment-là? Je pense que c'est les premières notes. Ça peut sembler anecdotique, mais quand on arrive et qu'on a toujours eu des notes passables, voire plutôt sympas au lycée, et qu'on arrive devant les premières copies où on a 7, 8, pourtant on avait l'impression d'avoir vraiment bien fait, bien donné, je pense que ça incite à l'humilité, ouais, déjà, dans un premier temps, et puis à la longue, on se dit, waouh, ce niveau de pression, il est tel que de s'y conformer, ça risque d'être compliqué. Et comment tu fais justement pour compenser et te remettre au niveau à ce point-là? Je pense que c'est déjà une posture mentale où je me suis dit, de manière assez évidente, le retard que j'ai, je dois le rattraper dans un laps de temps qui est peut-être record. Donc je passais mes journées. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la lecture, déjà. Tu lisais pas beaucoup? Je lisais pas du tout. Enfin, pour moi, quand on devait... Je me rappelle, il y avait des moments où on devait lire les fourberies de Scapin, les liaisons dangereuses de Laclos, etc. au lycée. Je pense comme un peu tous les étudiants bons à l'école, mais pas assez. Je lisais des résumés, je feuilletais ou je lisais pas sérieusement. Donc en fait, je passais des heures à lire, mais je retenais rien. Et en arrivant à Sciences Po, c'est à ce moment-là où je découvre le goût pour la lecture et je me rends compte d'à quel point l'apprentissage peut être exponentiel si on a la possibilité de se plonger dans des livres. Et je découvre la sociologie, je découvre l'histoire, la science politique, la géopolitique, les relations internationales. Autant de sujets qui, en fait, au quotidien, quand on passe des heures et des heures à lire des bouquins comme ceux-là, on se dit, waouh, en fait, on est peut-être passé à côté de quelque chose pendant quelques moments de notre vie, mais c'est pas trop tard, et au contraire, on a la possibilité d'accumuler ce savoir. Et qu'est-ce que cette culture générale que tu es en train d'emmagasiner, quelque part, elle t'apporte évidemment cette capacité à réussir dans l'exercice scolaire, mais
qu'est-ce qui te motive, au-delà de simplement réussir dans l'exercice scolaire, à rentrer dans ces bouquins, comprendre les concepts, comprendre les théories et autres? Comment tu arrives à t'imprégner de ça et te donner de la motivation? Je pense que c'est d'être utile, en fait. On est dans un moment où la société d'écran nous fait, nous expose à beaucoup de contenus politiques, diplomatiques, économiques. Et on n'a pas l'impression de comprendre. Donc je pense que la lecture et la culture générale, de manière globale, ça permet de se sentir potentiellement plus citoyen. Donc moi, c'est la manière avec laquelle je l'aperçois, c'est que voilà, la culture générale me permet d'être plus citoyen au quotidien, parce que je peux maintenant débattre de sujets politiques avec des gens qui n'ont pas du tout le même background que le mien. Je peux parler de sujets économiques quand aujourd'hui on a une période économique qui est beaucoup débattue dans le domaine politico-médiatique. Tu as des clés en fait qui te Totalement. permettent de Et on a l'impression de se sentir vraiment en appartenance ou en cohésion avec ce qui se passe dans la société, que ce soit des éléments positifs, des éléments négatifs, mais on a une opinion dessus. On peut en parler et on peut progressivement mettre de côté tout ce qui est fake news, tout ce qui est désinformation, tout ce qui est un peu débat de seconde zone qui ne mérite même pas d'être au devant de la scène. Et en fait, on a l'impression de pouvoir réaffirmer parfois des droits. Quand on parle, je sais pas, typiquement, on va beaucoup parler des personnes qui habitent dans les zones périphériques, en banlieue, etc. Et on a l'impression, nous, quand on y habite, qu'on n'a pas les clés, qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir affirmer les personnes que l'on est, affirmer l'identité qui nous porte au quotidien. Et je pense qu'avec cette culture générale, avec le capital qu'on peut accumuler, on a ensuite la légitimité de pouvoir rentrer dans des débats, rentrer dans des discussions, rentrer dans des dialogues qui nous réconfortent. Alors justement, tes différences, elles peuvent parfois être méprisées. Est-ce que tu as senti le mépris de classe, un mépris par rapport à ton identité, tes origines? Tu as senti ça ou pas à Sciences Po? Moi, je pense qu'évidemment, ça n'a pas été quelque chose de prédominant, parce que peut-être que ça l'a été, mais je ne l'ai pas senti. Peut-être que c'était une posture de ma part d'essayer de faire table rase, d'essayer de mettre un bouclier pour essayer d'aller de l'avant. Mais je pense qu'évidemment, il y a des a priori qui sont présents. Je pense que c'est plutôt de la méconnaissance. Je pense pas que intimement ce soit une volonté de la part des étudiants de Sciences Po, des étudiants d'autres institutions, de rentrer, ouais. Voilà, ou des profs, de rentrer dans un dialogue d'oppression, de tension, de conflictualité. Mais je pense que implicitement, quand on connaît pas, logiquement, on a du mal à appréhender. Quand on connaît pas la banlieue et quand au quotidien on entend parler d'Argenteuil comme étant le centre névralgique de la violence populaire en France, je pense que de manière assez logique, et peut-être un peu malgré nous, on rentre dans des postures d'adversité. Moi, ma volonté, c'est au quotidien, de manière humble et modeste, d'essayer de montrer qu'en fait, évidemment, il y a des problématiques comme dans beaucoup de pays, et peut-être dans tous à travers le monde, mais le but, c'est qu'on puisse essayer de former société ensemble et d'essayer d'avancer pour répondre aux grandes problématiques que tu réponds, auxquelles tu réponds au quotidien. Comment tu finances ces études à ce moment-là? Ça a été une grosse question. Mes parents m'ont beaucoup aidé. Ils n'ont pas le salaire à Hakimi. Donc des sacrifices. Mais voilà, je pense qu'ils ont fait des sacrifices. Ils m'ont beaucoup aidé. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mes parents ne m'ont jamais dit non. Pour un livre, par exemple. Ouais. Pour aller au musée, pour aller au théâtre. J'ai jamais entendu le mot non sortir de leur bouche quand il s'agissait. Par contre, quand je voulais acheter le dernier ensemble du Bayern Munich, là, il y avait débat. Il faut faire des choix. Hein. Voilà, exactement. La vie, c'est une question de choix, comme aurait dit un grand footballeur. Mais par contre, quand il s'agissait de me développer d'un point de vue académique et de développer mon savoir, j'ai jamais eu d'adversité de la part de mes parents. Et au contraire, ils ont toujours été là pour financer mes études. Et ensuite, évidemment, il y a les aides. Le conseil départemental du Val d'Oise m'a beaucoup aidé aussi financièrement, à travers un prix que j'avais eu la possibilité de gagner en 2020. Les bourses aussi du Crous, c'est des choses qui sont peut-être anecdotiques. Ouais. Mais je pense que si on nous la retire, ne serait-ce que quelques mois, on sent le vide et on sent le manque. Ouais. Mais donc du coup, les leviers sont là. On trouve des solutions, on arrive à se débrouiller, on arrive à trouver des combines pour pouvoir faire face à tout ça et réussir dans ces études. Donc tu es ensuite diplômé de Sciences Po. D'ailleurs, tu fais des stages. Comment se passe ta recherche de stage? Donc Sciences Po Paris, tu dois partir à l'étranger aussi, je crois. Hein. Exact. Alors, moi, je suis parti au Canada en 3e année à Toronto. C'était exceptionnel. C'est la première fois qu'on est plongé dans un univers qui est vraiment multiculturel. On voit des personnes qui viennent d'à peu près partout et qui s'entendent très bien, que ce soit d'un point de vue culturel ou d'un point de vue cultuel.
tout se passe plutôt bien, même si voilà, il y a des moments de tension comme partout. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné aussi des idées sur ce que je voulais faire plus tard. On oublie souvent de dire que dans beaucoup d'endroits dans le monde, le multiculturalisme ne pose aucun problème. Exactement. Et ça a l'air anecdotique dit comme ça, mais quand on est français et qu'on a grandi dans un univers qui par définition est multiculturel, parce qu'on a des personnes qui viennent d'un peu partout à travers le monde, et on se dit que quand on est au Canada, quand on est aux États-Unis, des endroits où voilà, il y a aussi cette multiculturalité, où ça se passe vraiment très bien, où on voit des personnes prétendre à des postes dans le haut fonctionnariat, voire à des postes de gouvernementaux. Enfin, je crois qu'il y avait un candidat au poste de Premier ministre du Canada qui était d'ethnie sikh, donc du nord-ouest de l'Inde. Je pense que dans un pays qui est aussi brillant et aussi universaliste qu'est la France, on a certains combats à mener sur ces enjeux-là pour, encore une fois, affirmer l'aspect positif de notre diversité. Tu commences à faire de la politique, là. Ouais, malheureusement, mais c'est contre moi. Mais c'est vrai que je pense que quand on est jeune, honnêtement, on se dit waouh, le jour où je verrai un Premier ministre qui vient pas forcément d'une classe sociale très favorisée. Il y en a eu quand même. Il y a même eu des ministres sans diplôme. Il y en a eu, Ouais. et je tiens à souligner leur parcours. Non mais il y en a eu, et ça fait plaisir, on s'identifie plus facilement. Ouais, bien sûr. Quand on voit qu'un ministre, je crois que même dans le gouvernement précédent, enfin c'est pas pour rentrer dans les enjeux politiciens, mais dans le gouvernement précédent, il y a eu des ministres qui ont fait un CAP, qui ont fait des... logiquement, ça parle à beaucoup plus de monde. Voilà. Quand on a des ministres qui ont fait... de comprendre une partie de la société. Mais exactement. Alors oui, les hautes écoles d'administration, c'est nécessaire. Mais quand on a un gouvernement de 40 personnes, où il y a 40 personnes qui ont fait le parcours Sciences Po, Normal Sup, ENA, on se dit qu'à un moment donné, il faut peut-être un peu plus de diversité dans les postes à responsabilité pour faire en sorte que la population se sente représentée. Premier stage au Canada, et ensuite les autres stages, qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, moi, c'est une députée qui m'a donné beaucoup de crédit, qui s'appelait Fiona Lazare, qui était députée de ma circonscription, donc Argenteuil-Besançon. Qui a beaucoup œuvré sur la lutte contre la pauvreté en France. Exactement, qui était présidente du CNLE et qui avait fait beaucoup pour réduire les inégalités et l'exclusion. CNLE, tu peux expliquer? C'est le Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Donc elle a présidé pendant, je crois, un peu moins de 3 ans. Donc l'enjeu, c'était de proposer des solutions pour essayer de réduire notamment le fardeau lié au NEET. Donc les jeunes qui sont pas en emploi, pas en formation, pas en académie, pas en diplomation, etc. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré au quotidien d'être tous les jours confronté à une personne comme elle, qui, entre l'Assemblée nationale, le CNL, la délégation droits des femmes, etc., parvient à trouver quand même, à mettre des synergies entre tous ces combats-là, à créer une sorte de coexistence entre voilà, tous les combats, toutes les luttes. Moi, c'était très inspirant, et puis elle m'a permis d'aussi financer mes études, parce que voilà, ça m'a fait un petit part-time job étudiant, donc c'était... Donc tu étais attaché parlementaire? Exactement, pendant un peu moins d'un an, donc pendant toute l'année 2022, d'octobre à fin juin. Donc après, là, tu rentres dans le système politique, tu comprends? Là, je rentre dans le système politique, première fois que je rentre à l'Assemblée nationale. Ça me fait une claque qui est énorme. J'avais jamais visité les lieux de pouvoir, les lieux de débat, les lieux de propositions législatives, etc. Et à 18 ans, première fois, j'arrive au Palais Bourbon grâce à Madame Lazare, évidemment, que je salue. Spéciale dédicace à Fiona. Spéciale dédicace à Fiona. Je ne sais pas si ça sera gardé au montage, mais en tout cas, si tu me vois, Fiona, merci pour tout, j'oublierai jamais. Et puis à toutes les personnes aussi qui ont travaillé dans son équipe. Et c'était exceptionnel, enfin, d'avoir son petit badge. Enfin, à ce moment-là, on est attaché à des choses qui sont totalement anecdotiques pour des personnes qui sont habituées. On est impressionné par le petit badge Assemblée nationale qu'on a et qui nous permet chaque jour de rentrer. De passer les portes. Exactement, de passer les grandes portes. Et on se sent vraiment beaucoup plus citoyen, honnêtement. Donc, expérience à l'Assemblée nationale, expérience à Toronto. Ensuite, qu'est-ce que tu développes d'autre comme Et ensuite, j'ai la possibilité de postuler à quelques stages d'été à droite à gauche. Donc, j'ai la possibilité de rejoindre le cabinet de Madame Carole Grandjean. Ah oui, donc tu te concentres vraiment dans le monde politique. Exactement, mais à chaque fois, j'avais une volonté, sans vouloir hiérarchiser, j'avais la volonté de vouloir découvrir des nouvelles sphères. Ouais. J'avais fait le Parlement, c'était, je pense, la période la plus formatrice de ma vie, parce qu'en fait, on est confronté au quotidien à des débats qui sont pluriels, etc., et des questions qui sont centrales. Ensuite, je fais 3 mois au cabinet de Madame Grandjean. Donc, en tant que stagiaire. En tant que stagiaire, qui était ministre en charge de l'enseignement professionnel. De l'enseignement professionnel, c'était une thématique qui m'intéressait beaucoup. Et puis la dernière en date,
que j'ai eu la possibilité de réaliser à la présidence de la République, où je pense avoir appris... je pense que dans ma vie, et je suis très optimiste quand je dis ça, je n'apprendrai jamais plus en un laps de temps aussi réduit que ce que j'ai appris pendant 6 mois là-bas. Une formation accélérée. C'était Et donc, exceptionnel. qu'est-ce que tu fais au Palais de l'Élysée? Je travaille pour à la fois des conseillers, à la fois des services administratifs, tout le service de communication, de relations presse, etc. Ça reste assez les complexe. portes s'ouvrent, en fait, c'est ça que j'entends. Totalement. Tu arrives à faire Évidemment. installer en fait, des ouvertures parce que tu fais ta place, tu installes la confiance, tu montres que tu bosses, tu as des aptitudes et des compétences. Et là, naturellement, les gens souhaitent en fait, te donner ta chance. Et petit à petit, tu grimpes les différents jusqu'au moment où tu accèdes au Palais de l'Élysée. Bravo à toi. Totalement. Et puis, pour être totalement honnête avec toi, je pense qu'il n'y a aucun moment où je me suis senti aussi confortable et aussi en confiance que pendant les 6 mois que j'ai passé là-bas. Vraiment, de manière totalement honnête. À l'Élysée. J'ai jamais senti autant de confiance, Ouais. autant de responsabilité, ou des fois je me demandais même si j'étais légitime de faire ça, si j'avais les épaules nécessaires. Et vraiment... Et tu as rencontré combien de fois le président de la République? Alors j'ai eu la possibilité de lui serrer quelques fois la main et d'échanger de manière brève avec lui. Et je pense que quand on est jeune, qu'on a des idées, qu'on a de l'ambition, je pense qu'il n'y a pas un moment qui peut être remplacé par celui-là. Et donc, grand merci au chef de l'État, au Monsieur le Président de la République, pour les moments qu'il a pu m'accorder. Je n'oublierai, je pense, jamais. Super, intéressant. Et ensuite, tu t'arrêtes pas là, toi. Tu décides de continuer à apprendre. Et là, tu fais un choix. Raconte-moi ce choix qui t'amène dans une business school aujourd'hui. Depuis tout jeune, on m'a toujours dit que le public, c'était essentiel. C'était fondamental, c'était pertinent pour apporter quelque chose de positif à la société, sur les grandes transitions, etc. Mais que sans le domaine privé, le combat était vain. Et qu'il était essentiel aujourd'hui d'essayer de pouvoir créer des synergies, d'essayer de pouvoir combiner à la fois les connaissances dans le secteur privé, à la fois les connaissances dans le secteur public, pour ensuite apporter quelque chose de positif au monde qui nous entoure, que ce soit sur les enjeux écologiques, environnementaux, digitaux, etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux écoles de commerce, l'ESCP, l'ESSEC, HEC, etc. Avec la vision en tête qu'il me fallait absolument une école de commerce pour mener à bien mes aspirations professionnelles, pour essayer d'avoir aussi plus de légitimité. Parce qu'aujourd'hui, quand on a envie de parler à des acteurs du monde financier, les grands groupes, le monde du conseil, etc., quand on a fait une école de commerce, on a l'impression qu'on parle le même langage. Donc c'est vrai que moi, ça m'a donné cette possibilité-là de faire HEC et être au quotidien entouré de personnes qui sont exceptionnelles, qui m'apportent beaucoup et qui m'apprennent beaucoup au jour le jour. Tu repars pour 2 années sur HEC, donc tu termines ta première année là, c'est ça? Exactement, là je suis sur la fin de ma première année. Les partiels sont dans 2 semaines. Et tu es à la recherche d'un stage. Et je suis à la recherche d'un stage. Et ça, c'est la grande question fondamentale qu'on se pose quand on est étudiant à HEC. Je pense que dans toutes les écoles de commerce, la question du stage. Parce que même si on a la possibilité d'avoir une très bonne école... Pour être honnête, moi, quand on m'a dit que j'allais rentrer à HEC, je me suis dit, ok, ça y est... j'aurais plus à rechercher de stage, de job, etc. Parce que a priori, on devrait être un peu sollicité. Au final, je me suis vite rendu à l'évidence que c'était pas le cas et que c'était nous qui devions soumettre des candidatures, envoyer des centaines et des centaines de candidatures chaque semaine pour essayer de trouver un stage, une opportunité dans une institution qui nous convenait. Donc là, je suis encore dans cette période-là où ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où j'essaye de multiplier les candidatures pour trouver la perle rare. Ouais. Mais tu as des entretiens quand même ou pas là en ce moment? J'ai des entretiens, je les travaille très bien et ça se passe plutôt bien le jour J. Mais tu n'as toujours pas de proposition? J'ai toujours pas de proposition. Après avoir été diplômé de Sciences Po Paris, validé quasi une première année à HEC, tu galères pour trouver un stage, on peut dire ça? Totalement. Comment tu l'expliques? Je pense qu'il y a un aspect rationnel où on se dit que c'est des industries qui sont tellement compétitives. Je pense à la finance, je pense au conseil, je pense même à certains grands groupes, etc. C'est très compliqué pour trouver une opportunité. Mais je pense qu'il y a un aspect aussi formateur. C'est qu'on est confronté à la réalité du marché du travail qui est
très dur, qui est très complexe, où même quand on a fait une grande école, contrairement à ce qu'on a la possibilité de croire, les portes ne sont pas toutes ouvertes. Tu sais, en France, on a souvent dit que finalement, il fallait mettre le paquet pour aider les jeunes qui n'avaient pas de diplôme, les décrocheurs, les NEET, comme on les appelle. Donc on met beaucoup d'argent de public là-dessus. On dit, malheureusement, on constate qu'il n'y a pas besoin de dispositifs pour des jeunes qui ont aujourd'hui un diplôme de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas une priorité. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu dirais au patron de la Direction générale de l'emploi ou même au patron aujourd'hui de Pôle emploi, de France Travail pour le coup? Je pense que je lui dirais d'abord que la jeunesse, elle est peut-être diverse, peut-être diversifiée, mais elle est victime des mêmes problématiques. Le marché est très complexe. L'état de l'économie fait que aujourd'hui, c'est plus compliqué de rentrer pour un jeune post-diplôme, post-graduation. C'est plus compliqué a priori de rentrer dans un grand groupe ou dans une entreprise assez sélective à l'entrée. Donc voilà, peu importe qu'on ait fait des études, qu'on n'ait pas fait d'études, qu'on ait fait les meilleures écoles de commerce ou des écoles un peu moins bien classées, on est confronté aux mêmes problématiques qui est la difficulté du marché de l'emploi, qui est la mutation aussi des formations, qui est le fait que maintenant aujourd'hui il y a des personnes qui ont fait des écoles totalement différentes et qui viennent faire des stages en finance, en commerce, en stratégie, etc. Donc voilà, le marché est de plus en plus complexe et que peu importe qu'on ait fait de grandes écoles ou pas, ça reste compliqué. Bon, ça l'est un peu moins que quelqu'un qui n'a pas eu la chance ou la possibilité d'accéder à des formations d'excellence, mais les problématiques restent quand même présentes. Mais est-ce que ce ne serait pas une double peine dans le sens où voilà, tu as fait des études, tu as cru à la méritocratie, normalement, effectivement, l'accès au monde professionnel devrait être plus simple, et finalement, voilà, il manque des connexions. Il y a probablement aussi des biais chez les recruteurs à maîtriser. Je pense que malgré moi, j'ai pas envie d'y croire. Peut-être que c'est un cache que je me mets devant les yeux pour continuer à croire en ce beau projet qu'est la méritocratie, pour continuer à croire que aller au plus haut de la société, apporter le plus d'impact possible, c'est possible, tout simplement. Mais si j'en viens à la réalité, si j'essaie de me confronter à la réalité de la vie quotidienne, évidemment qu'aujourd'hui, il y a une dynamique de réseau que moi, à titre personnel, je ne maîtrise pas. Quand un collègue à moi ou un ami à moi de promo décroche un stage parce que sa connaissance avec son oncle qui a pu travailler pendant 15 ans dans cette industrie ou dans cette entreprise-là, évidemment qu'on a l'impression d'avoir un peu moins de cartes en main. Moi, je ne critique pas ce système-là parce qu'il est ce qu'il est. Je pense que j'aurais utilisé les mêmes cartes pour essayer de réussir ou de faire réussir les personnes qui me ressemblent de ma famille ou autres. Mais oui, c'est évident que c'est beaucoup plus complexe quand on n'a pas de réseau, quand il y a peut-être aussi la question des biais cognitifs qui rentrent en ligne de compte. Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué. Sache que Mosaic mettra son réseau à ta disposition pour essayer de rencontrer des professionnels et faire valoir en fait tes aptitudes dans le cadre d'un stage. Donc on le fera et on sera ravis de le faire pour toi et pour tous ceux qui ont besoin. C'est la raison pour laquelle on a créé Mosaic RH. Nous, on croit beaucoup à ces notions d'inclusion économique. Il faut que vous, qui êtes cette jeunesse en devenir, on puisse vous inclure économiquement et que vous puissiez être inclus par le travail. C'est la vision qu'on défend, c'est ce qu'on appelle l'inclusion économique. Et on pense que voilà, ton autonomie, ta capacité à déployer tes ailes permettront d'abord à toi de développer tes compétences, trouver ta place, mais surtout à la société française de reconnaître tous les talents et aux sociétés d'une manière générale de pouvoir se développer, être plus performantes et gagner en croissance. Donc pour nous, c'est une vraie vision politique qu'on défend. Et voilà, donc ce trait d'union, il faut le faire, il faut se battre dans la durée. Et moi, je suis très reconnaissant envers le travail que vous faites. J'avais la possibilité de te le dire il y a quelques temps, mais j'ai assisté aux 2 dernières éditions du Sommet de l'inclusion, en 2023 et cette année en novembre 2024. Et c'est vrai qu'à 20 ans, être confronté au PDG de KPMG comme aux représentants de grandes entreprises, etc., comme BDO, comme certaines autres,
c'est pas commun initialement pour quelqu'un comme moi d'être confronté à des personnes aussi haut placées dans la hiérarchie. Je me rappelle, on avait la possibilité de faire beaucoup de tables rondes avec des patrons d'entreprise. Ça, c'était pour l'édition 2023 quand on était à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. On avait eu la possibilité de rencontrer même monsieur le ministre. On avait eu la possibilité d'échanger avec lui de manière brève et de lui faire part de nos problématiques, de notre vision et de notre ambition. Donc oui, non, je suis très reconnaissant envers ce que vous faites au quotidien. Merci. Je pense que je m'exprime pour moi et pour les milliers de jeunes que vous accompagnez au quotidien et que vous continuerez d'accompagner au futur. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler rapidement pour finir de ton expérience d'entrepreneur? Parce que là, encore une fois, tu fais un truc bluffant. C'est-à-dire que tu crées aujourd'hui un compte de ta passion du foot. On l'a entendu dans tes prises de parole. Là, à chaque fois, tu reviens sur la question, tu fais des analogies avec le monde sportif. Donc, parle-nous en fait de cette expérience. Ouais, je pense que c'est né d'une frustration. Pour revenir sur la frustration. Donc il y a quand même un peu de frustration. Moi, je me rêvais à Achraf Hakimi, latéral droit, à faire crier le Santiago Bernabéu devant 80 000 spectateurs. Mais initialement, j'étais fan de foot pour ce que ça incarne d'un point de vue sportif, le dépassement de soi, le travail en équipe, etc. Mais aussi pour ce que ça incarne d'un point de vue social. Le fait que quand on est sur un terrain de foot, on ne se soucie pas vraiment de la couleur de peau, de la religion, de la situation sociale, de l'orientation politique, de la personne qui est à côté de nous ou en face de nous. L'enjeu, c'est juste d'avancer ensemble ou contre quand on part de l'équipe d'en face. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. J'ai voulu essayer de valoriser cet aspect-là de ma vie, de ma personnalité, en essayant de combiner, en essayant de faire un trait d'union avec l'autre aspect qui est essentiel dans ma vie, mes origines marocaines. Mes deux parents sont du Maroc, donc c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, surtout dans un moment où le Maroc et la France vivent une très belle histoire d'amour que j'espère durable et pérenne. Et donc j'ai créé avec un ami à moi que je salue aussi également, et je fais un grand bonjour, Mohamed. Comment Mohamed Boutamra, qui m'écoutera sûrement. On a voulu créer un média digital qui valorisait le foot et le sport marocain sur les réseaux sociaux. Au final, ça a très bien marché. Ça s'appelle TFT Morocco. Aujourd'hui, on est plus de 2 millions, 500 000, 3 millions sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, etc. Et en cumulé, ça fait combien tout ça? En cumulé, ça fait à peu près 4 millions de personnes Une audience de 4 millions. Qui nous suivent. Et aujourd'hui, on a décidé de se diversifier dans le contenu et dans l'approche. Donc, on traite des thématiques à la fois économiques, à la fois diplomatiques, à la fois culturelles, à la fois sportives. Donc, on garde notre ligne directrice et on essaie de valoriser cet ensemble-là, essayer en fait de devenir le média de la diaspora et de faire en sorte que les Marocains, qu'ils soient de France, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas ou d'Angleterre, puissent avoir accès à une plateforme simple dans l'interface, simple dans le contenu, dynamique au quotidien, pour essayer de s'informer, de tisser progressivement des liens entre leur famille et leur pays, et en essayant de tisser des liens aussi avec l'Europe et l'Afrique par-dessus tout. Donc une fierté en fait d'avoir cette double culture, et tu mets cette double culture au service, encore une fois, de la connaissance, de l'intérêt général, de l'explication, la pédagogie, et puis faire du bien, quoi. Et ça, c'est aussi une manière d'illustrer les idéaux que tu défends. Totalement. Et moi, j'ai envie de grandir avec aucun complexe vis-à-vis de mes origines. J'en suis très, très fier. Et je pense qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts ou débat avec ma passion pour le plus beau pays de la planète, qui est la France, de manière évidente. Et ça, je le répète au quotidien. Mais essayer de créer des ponts. Je pense qu'on est, nous, ou du moins moi, en tant que franco-marocain, des ambassadeurs du pays, que ce soit de la France ou du Maroc. Et on le voit, je pense que quand dans un contexte comme celui-là, où les deux pays vivent une très belle histoire de coopération, je pense que le rôle de la diaspora, le rôle des Marocains de France et le rôle des Français du Maroc n'est pas du tout à mettre de côté. Et au contraire, je pense qu'il est central dans la perpétuation de ces liens-là. Tu te vois comment, là, dans 3 ans? Sur quel type de poste? Je pense sur un énorme poste à relativiser. J'étais trop ambitieux dès le début. Non, mais t'as le droit. Sur un grand poste à responsabilité, avec de l'exposition, pour essayer de faire valoir les sujets qui sont les miens, les sujets que j'ai envie de valoriser,
je suis très engagé sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux des grandes transitions numériques, digitales. J'ai envie que la France, que le Maroc gagne en attractivité sur ces grandes questions-là de demain. Donc moi, je me vois bien soit dans une entreprise, soit dans une administration, soit dans une collectivité, soit dans une ONG. En tout cas, je me vois bien avoir un rôle important pour faire affirmer ce que j'ai envie de faire affirmer au quotidien. Et permettre en fait d'ancrer des dynamiques de changement durables. Évidemment, exactement. Super, écoute, moi je suis absolument pas inquiet pour la suite de ta carrière professionnelle. Bravo Ilian. Merci. Bravo pour tout ce que tu fais. Et puis c'est juste incroyable d'avoir déjà une expérience entrepreneuriale après avoir navigué dans les sphères de l'administration du Palais de l'Élysée à Toronto en passant par HEC. Voilà, c'est entre très peu de temps. Ça te fait quel âge aujourd'hui? Ça me fait 22 ans. 22 ans, avoir accumulé toute l'expérience professionnelle en si peu de temps. Ça promet pour la suite. C'était vraiment un talent en fait que la France doit garder, doit savoir privilégier. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission. Tu es un rôle modèle. Merci à toi et longue vie à TFT Marocco. Merci beaucoup Zaïd. Merci à toute l'équipe Mosaïque RH pour l'accompagnement au quotidien et pour l'opportunité qui m'est donnée dans un très beau cadre aujourd'hui. Merci à vous, merci à toutes et à tous. Vraiment, je suis très content, très honoré de pouvoir être mis en avant par vos équipes. Et c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de vivre ce genre de moment. Donc je suis très très content et très très reconnaissant. Merci beaucoup. À bientôt Eliane, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ciao.